Cet après-midi, vous présentez notre... je vérifie si j'ai bien compris la demande, donc politique énergétique et les questions de logement vacant. Ok. Vous verrez qu'en gros, ça rejoint notre politique d'urbanisme sur le village, la politique énergétique. Pour l'instant, elle s'applique surtout à la commune au sens administratif, au sens de l'administration communale. Je crois que c'est Gandhi qui disait que montrer l'exemple n'est pas une solution pour changer le monde, c'est la seule. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. J'étais instituteur il y a assez longtemps et bon, j'ai toujours bien vu que les élèves, ils ont tendance à pas suivre ce que dit le maître, mais ce que fait le maître, quoi. Et je pense qu'en matière municipale, c'est important aussi, avant de demander à tous nos concitoyens de faire des efforts dans ce domaine-là, de d'abord se les appliquer à soi-même. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que je vais vous montrer rapidement. Peut-être juste une petite présentation donc, de Muttersols. Là, vous voyez presque tout le village. Vous voyez le hameau d'Envire, dans lequel il y a la maison de la nature, là, que vous voyez dépasser ici. Et puis vous avez le bourg lui-même. J'y reviendrai tout à l'heure pour les questions de logement vacant, parce que pour nous, on s'est attaqué au logement vacant quand on a pris conscience de l'étalement urbain. Je cherche un adjectif pour l'étalement urbain incroyable de Muttersols, mais en fait, c'est pas incroyable, c'est comme partout. C'est exactement comme partout, mais on en reparlera tout à l'heure, mais là, on le voit quand même, parce que vous voyez Ilsenheim derrière, et vous voyez juste ce qui reste entre Ilsenheim et Muttersols. Ça veut dire que au rythme actuel de l'urbanisation, dans 2 générations, on forme, et c'est dans toute la plaine d'Alsace, on forme une grande conurbation californienne. J'étais jamais en Californie, mais je sais que c'est comme ça qu'on dit, du pavillonnaire partout. Donc ça, c'est clair qu'il faut l'arrêter. Nous, le zéro artificialisation nette, c'était comme Monsieur Jourdain, on le faisait avant de savoir que ça s'appelle comme ça, quoi, puisque au dernier PLU, enfin, révision du POS qui a transformé le POS en PLU, on s'est donné une limite d'urbanisation qui est la limite actuelle. On n'ira pas au-delà des dernières maisons actuelles. Ce qui manque juste encore à Muttersols, c'est en fait la vue aérienne, elle a dû se faire au-dessus de Ratzamausen. Il y a encore juste là un deuxième hameau. Donc voilà, Muttersols, donc 2200 habitants au dernier recensement. Moi, souvent on nous dit c'est la ruralité ici. Non. Donc clairement, c'est pas grand-chose à voir là, avec la ruralité. Je le dis pas tellement à mes concitoyens, parce que une partie de mes concitoyens le comprendraient pas. Mais on est un quartier de Sélestat. En termes de fonctionnement socio-économique, on fonctionne comme un quartier de Sélestat. Un Muttersols soit valide, soit capable de faire du vélo ou de conduire sa voiture ou de prendre le bus, il va quasiment tous les jours à Sélestat pour faire ses courses, j'aurais dû commencer par ça, pour d'abord aller au collège et ensuite au lycée, ensuite faire ses courses, faire ses démarches administratives, aller à la salle de spectacle, aller au cinéma, etc. Donc, mais c'est un quartier avec une forte identité et avec une petite indépendance économique, au sens que on a le kit de survie. Les personnes non mobiles sont en capacité de faire les courses de base à Muttersols. On a encore une épicerie, on a encore une boulangerie, on a encore une boucherie, on a une pharmacie, on a des médecins, on a des kinés. Voilà, en gros, on a tout ce qu'il faut. On n'a plus de dentiste depuis l'année dernière, donc ça commence à être un souci. Ça commence à être un souci. Vous voyez le nombre d'entreprises. On a pas mal d'entreprises, on a quand même pas mal d'emplois sur place.
Et on est très connu pour avoir la maison de la nature. Hein. Si vous faites un micro-trottoir à Strasbourg, Muttersol, c'est souvent synonyme de maison de la nature. Ça a un peu bougé ces derniers temps. Il y a le sensoride, le sentier sensoriel, qui commence à être pas mal connu. Alors c'est complètement lié à la maison de la nature. C'était à un moment donné le tissage Gander. On avait le dernier tisserand professionnel d'Alsace. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années et il n'y a pas eu de reprise. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est une présentation qu'on fait assez souvent quand on reçoit des personnes qui viennent de nous visiter. Moi, j'aime bien le mot laboratoire parce que c'est assez modeste. On a juste la prétention d'essayer un certain nombre de choses. Je vais manquer de modestie, on essaye beaucoup de choses. Hein. Mes collaborateurs, Claude, c'est pas le dernier, et mon secrétaire général, Julien, dont vous ne le verrez pas aujourd'hui, qui me disent toujours pourquoi on doit toujours être les premiers à faire des choses, quoi. Parce que c'est y aller à la machette, c'est quand même pas évident, hein, surtout dans la jungle administrative. Hein. Là, je peux vous dire qu'encore en ce moment, là, on se dépatouille sur des trucs qui sont pas très, ou qui sont pas bien positionnés dans la législation, sur la fiscalité, etc. Voilà. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de commencer par la question de la biodiversité, donc ça, je vais pas, sinon on y passerait l'après-midi, mais si vous revenez un jour, évidemment, c'est le point fort à Muttersol, ça, hein, clairement. Vous l'avez vu, on est capitale française de la biodiversité en 2017. C'est un concours qui, jusqu'à présent, n'a donné ce titre qu'à des grandes villes. On est le seul village. Il y a la Comcom de la vallée de la Bruche, là, en 2022. On est le 3e alsacien, et Strasbourg en 2014, je crois. Il y a Rennes, il y a Montpellier, il y a Lyon, il y a Besançon. Voilà, c'est un concours qui juge les collectivités sur les moyens mis en œuvre, pas sur les résultats. Si c'était sur les résultats en matière de biodiversité, ce seraient les communes du parc d'Avanoise ou du parc des Pyrénées qui gagneraient à tous les coups, quoi, hein. Là, on évalue sur qu'est-ce qu'on fait pour restaurer, pour protéger, restaurer, valoriser la biodiversité. Et en gros, nous, on est à peu près au niveau des grandes villes, hein. Alors, c'est toujours la question, c'est comment on fait. En termes de moyens, hein, j'ai pas de service biodiversité à la mairie. Hein, j'ai des collaborateurs qui font plein d'autres choses et qui font un tout petit peu de biodiversité aussi, mais on a la Maison de la Nature et donc la Maison de la Nature depuis 50 ans, bientôt 50 ans. Donc il y a un certain dynamisme citoyen sur ces questions-là, y compris, j'inclus par exemple les agriculteurs. Les agriculteurs actuellement en poste sur le village, c'est des gamins du siècle dernier qui ont été assez fortement sensibilisés à la biodiversité et donc qui l'intègrent autant que faire se peut dans leur pratique. Donc moi je vais vous parler surtout de transition énergétique. On rajoute toujours le classique, hein, mais c'est juste pour rappeler que, évidemment, on travaille beaucoup sur ces deux points-là. Ça, on n'est pas très nombreux au niveau national, hein, de communes qui travaillent. Ça commence à venir, mais quand même. Là, évidemment, tout le monde s'occupe du vivre ensemble. Hein. Nous, ce qu'on fait peut-être un petit peu en plus, c'est que dans le vivre ensemble, on essaye de faire ensemble avec nos concitoyens, surtout de prendre les décisions ensemble. Alors la transition, je vais rapidement vous parler de l'objectif qu'on s'est fixé au mandat dernier, donc l'objectif d'être un territoire à énergie positive, vous montrer les équipements que grâce à cet objectif on a réussi à rénover ou à construire. On va parler rapidement de mobilité douce sous l'angle enfin parce que c'est en rapport avec l'énergie, hein, la mobilité, je crois que c'est un tiers de l'énergie mondiale, hein, de la consommation, et ce qu'on fait au niveau des énergies renouvelables. Donc l'objectif territoire à énergie positive, il a commencé par un diagnostic. C'est l'association Alter Alsace Énergie, que vous devez connaître, hein, qui travaille depuis très longtemps en
Alsace sur ces questions-là, qui à l'époque on faisait, au niveau de l'Alsace centrale, on faisait un plan climat volontaire, et donc on faisait pas mal de réunions, et un jour, à cette réunion, Alter est venu nous dire qu'ils étaient prêts à faire des diagnostics gratuits pour toutes les communes, parce qu'ils étaient payés par la région pour faire ça, et voilà, un diagnostic sur les consommations énergétiques des communes. On n'était pas très nombreux à cette réunion-là, comme assez souvent, hein, on le dit souvent, hein, stratégiquement, là, tout commence par la connaissance. Hein, donc là, j'avais un petit point d'avance sur les autres communes, mais je crois que je suis à peu près le seul quand même à l'avoir fait. J'ai rappelé Alter le lendemain, ils sont venus 3 jours après parce qu'ils n'avaient pas tellement de demandes. Et donc, résultat, ils nous ont fait ce diagnostic sur la base des factures. Hein. Ils n'ont pas diagnostiqué chaque bâtiment. Ça a été fait dans un deuxième temps avec Solares Bohème, par exemple. Hein. Là, c'est des bureaux d'études qui le font de manière plus précise. Mais là, ils ont simplement pris les factures énergétiques de la commune, électricité et chauffage, et ils nous ont fait ces profils de consommation en gaz et en électricité. Donc voilà, c'était en 2014, et évidemment, ils nous ont donné des conseils. Ils nous ont dit que déjà en termes de sobriété, il y avait sûrement des choses à aller chercher. Donc de là à là, avec peu de dépenses. Hein, c'est vraiment, alors par exemple, on s'est rendu compte que dans les 2 écoles, on laissait le chauffage du vendredi soir au lundi matin, on le baissait même pas. Et, y compris les ventilations. Alors qu'il n'y a personne dans les écoles, il n'y a personne à ces moments-là. Donc on a commencé à faire ça. J'avais la chance d'avoir un adjoint très motivé par ces questions et très compétent. Il était juste, ce qu'il avait juste oublié, c'est que les institutrices sont frileuses et que les enfants ont besoin de chauffage quand même dès le lundi matin à 8h, parce qu'au début il allait le rallumer à 7h du matin le lundi, donc vous imaginez les réactions rapides, et donc les fois suivantes il allait le dimanche soir lancer le chauffage pour qu'il fasse bon à ce moment-là. Voilà, c'est un exemple. Plein d'autres, on a travaillé avec les associations aussi pour les sensibiliser, leur demander de ne pas laisser les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes pendant qu'on chauffait, enfin des choses de base, hein, en gros de sobriété dont on parle beaucoup. Et vous voyez quand même déjà le gain. En matière d'éclairage, alors ça, oui, l'éclairage public, c'est plus sur le côté déjà efficacité qu'on a travaillé. Voilà. Et donc là, vous avez la production. Alors, Alter, à l'époque, on avait déjà une pré-étude pour la future centrale hydroélectrique qu'on a remise en service, et donc on avait une idée de la production possible, et c'est Alter qui nous a tout de suite fait remarquer qu'a priori, on pourrait être très facilement positif au niveau municipal. Je distingue bien municipal et communal. Je le remontrerai tout à l'heure. Aujourd'hui, au niveau couverture municipale, on est à 293%, ça veut dire x3. On produit 3 fois plus d'énergie qu'on en consomme au niveau de l'administration communale. Ça veut dire donc électricité, chauffage des bâtiments communaux et éclairage, l'électricité de l'éclairage public. Au niveau communal, on n'est qu'à 7% du chemin. C'est-à-dire on a encore 93% du chemin à faire. Donc, vous voyez, on en est très loin. Et encore, vous verrez sur le graphique, on tient compte en matière de consommation que des données Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz. On ne sait pas le fuel qui est utilisé, on sait qu'il y en a, même sûrement encore pas mal, et on ne tient évidemment pas compte des besoins en mobilité. Ça, ces graphiques que vous venez de voir, ça nous a servi à une chose, alors, à nous fixer des objectifs. Juste pour la référence, hein, pour moi qui est assez ancienne, tout ce que je vous dis, moi personnellement je l'ai appris en traversant le Rhin.
en allant régulièrement à Freiburg, en allant voir M. Sellner aussi, les Allemands. Moi, j'aime bien aller à Freiburg parce que j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Il y a quelques années, je disais 30 ans. Je pense qu'on a un peu comblé Strasbourg, notamment Strasbourg qui s'inspire de Freiburg depuis longtemps. Hein. Le tram, par exemple, strasbourgeois, est directement inspiré de ce qui n'a jamais été démantelé à Freiburg. Et donc je suis allé très souvent à Freiburg pour voir ce qu'ils faisaient. J'avoue que ça me remontait le moral. Hein. Régulièrement, quand j'étais un peu déprimé sur des questions écologiques, j'allais faire un tour à Freiburg pour me regonfler en me disant que les Allemands, génétiquement, ils sont comme nous, donc c'est juste une question culturelle, donc c'est juste une question d'éducation. Donc un jour, on y arrivera, quoi. Et j'en suis persuadé. Je raconte toujours, il y a dans les années 80, ici, sur l'Alsace centrale, était mis en débat la question de la gestion des déchets. Et on en était encore à une époque où on mettait tout en décharge. Hein. Il y avait des décharges municipales, mais c'était des décharges sauvages. Hein. La plupart n'étaient même pas autorisées. La plupart du temps, dans des trous, là en pleine, vous imaginez ce que c'était des trous, ça trempait dans l'eau partout. C'était la préhistoire de la gestion des déchets. Donc, au niveau du SMICTOM, il y avait la question de comment on essaie d'améliorer. Donc il y avait d'un côté l'incinération, de l'autre côté le tri-compostage, évidemment. Je défendais le tri-compostage et le directeur du SICTOM de l'époque, Émile Bartel, dans une réunion publique où je défendais ça de manière très bienveillante, il me dit « Monsieur Barbier, oui, vous avez raison, mais vous savez, on est en France, on est des Latins. Oui, c'est vrai, les Suisses et les Allemands, ils arrivent à faire ça, mais nous, on n'y arrivera jamais. » Et c'est là que je lui ai fait remarquer que génétiquement, on était pareil, et donc il y avait juste un effort éducatif à faire et qu'on pourrait peut-être y arriver. Je suis très content parce qu'Émile Bartel vit toujours, on a de très bonnes relations, et je lui ai déjà fait remarquer qu'il avait eu tort. Il m'a donné raison, hein, parce que en tant que secrétaire général du SMICTOM, c'est lui qui a mis en place le tri-compostage, qu'il a emporté à l'époque à une voix près. C'est l'actuel président Jean-Pierre Piella, c'est un élu écologiste comme moi, il est maire de Breitenbach depuis il y est depuis 6 mandats, et il est président du SMICTOM depuis longtemps. Il était porteur des 18 voix, des 18 communes de la vallée de Villers, donc il avait un sacré poids. Et donc c'est passé à une voix près. Et donc c'est clairement grâce à lui, quoi. Et donc on est toujours un des secteurs en pointe. Tout ça pour dire que tout est possible et que la proximité de l'Allemagne nous aide beaucoup, parce que ça permet de voir ce qui est faisable. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Donc ça, il y a eu 2015, ça devait être 2015, il y a eu l'appel à projet du ministère de la Transition écologique, c'était Ségolène Royal qui était la ministre à l'époque, un appel à projet qui s'appelait « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Et donc c'est arrivé à la mairie, Julien me dit en gros de quoi il s'agissait, et moi en haussant les épaules, il me demande si on répond. Alors, je dis oui, évidemment, parce que ça collait tout à fait avec nos objectifs, et je crois que je lui ai rajouté un peu de manière ironique, oui, ça fera un diplôme supplémentaire à mettre à la mairie. On avait un peu l'habitude des appels à projets du ministère de l'écologie où c'était purement symbolique. On avait juste le droit d'inviter le ministre, mais on n'avait pas beaucoup d'aide. Et là, il me dit, oh, a priori, il y a 2 millions en jeu, quoi. Hein. Et donc, on a été retenus, et je me rappelle que c'est vraiment ça qui leur a plu. C'était un appel à projet, comme souvent en France, territoire à énergie positive. C'était, c'était symbolique. Il y a eu plein de territoires qui ont pu candidater. L'Alsace centrale a candidaté sans se fixer d'objectifs précis. En gros, il y a une commune qui a acheté des vélos électriques, une autre une voiture de service électrique, d'autres a fait un peu d'isolation. Enfin bon, bref, il n'y avait pas vraiment de choses derrière. Nous, on était sûrement les seuls. Et en plus, on disait qu'on allait l'atteindre. C'est-à-dire que c'était pas un objectif lointain qui n'engage que ceux qui y croient, quoi, hein. C'était un objectif qu'on pensait atteindre dès la mise en œuvre de tout ce qu'on avait prévu. Et donc on a été retenu, on a eu 2 millions d'euros. J'avais l'habitude de dire à l'époque que l'argent ne tombe pas du ciel.
Là, c'est un peu l'impression qu'on a eue, quoi, parce que c'était 2 millions qui s'ajoutaient à toutes les aides classiques de la région. La région aide quand même assez fortement par le biais comment ça s'appelle Climaction. Par le biais de Climaction. Le département aussi nous a aidés, par exemple sur le gymnase, l'ADEME pour un poste de chargé de mission que Claude, dont Claude a été le premier titulaire. Voilà, on a été vraiment très aidés. Et on a pu faire ce qu'on avait prévu. On l'avait écrit dans notre programme électoral, hein, mais de manière un peu timide. Je me rappelle, pour la centrale hydro, on avait écrit... Non, pardon, c'était pas ce mandat-là, c'était mon premier mandat. On avait écrit étude de l'éventualité de la remise en service de la centrale hydroélectrique. Vous voyez, on était super timide parce qu'on n'était pas sûr que, un, EDF allait nous vendre, que deux, qu'il y avait un début de rentabilité, etc. Voilà. Alors tout ça, ça nous a permis, pendant un mandat, de nous attaquer, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Vous voyez de quoi je parle, c'est le fameux schéma de... Comment s'appelle l'association qui fait sobriété, efficacité... Négawatt, pardon. Voilà, Négawatt. Donc la sobriété, je vous en ai parlé. Donc là, on a commencé à être dans l'efficacité énergétique. Et donc, il se trouve qu'on avait des travaux de voirie où c'était le moment ou jamais de changer l'éclairage. Donc vous voyez, on avait vraiment les trucs les pires. Hein. À l'époque, ça partait d'une bonne intention. C'était l'entreprise Matisse qui avait imaginé ça. Alors c'était un bois exotique, évidemment, mais bon, c'était assez années 70, 80. Je me rappelle quand j'étais ado, j'avais une lampe ronde aussi, comme ça. Donc voilà, sauf que évidemment, vous imaginez en termes d'efficacité, là, ça éclaire autant le ciel que le bas. Donc on l'a changé avec des lampadaires efficaces, et surtout déjà on a diminué par 2 le nombre de lampadaires. On n'a pas écouté les bureaux d'études qui nous racontaient qu'il fallait un certain nombre d'humaines au sol, hein, qui nous faisaient des schémas. On a dit, on a tout de suite considéré que l'éclairage public, ça sert à guider, ça sert pas à éclairer, quoi. Ça sert à... Je suis persuadé que l'éclairage public a une utilité écologique, c'est pour les circulations douces. Se promener à pied ou à vélo dans la nuit noire, c'est pas terrible, hein, c'est dangereux. J'ai pris conscience de ça parce qu'on a un passage doux, là, c'est un passage doux où on peut passer à vélo, c'est sur mon trajet domicile-mairie. Et un soir, je rentre tardivement de la mairie, il faisait noir, et le lampadaire de ce passage était en panne. Et dans ce passage, on mettait des cailloux pour empêcher les voitures de passer dans ce passage. Et je l'ai vu au dernier moment, je me suis vraiment fait peur. Je me suis dit là, il était minuit, si j'étais tombé, peut-être qu'on m'aurait retrouvé le lendemain matin, voilà. Donc à ce niveau-là, l'éclairage public a une importance. Ce qu'on a fait aussi sur les nouveaux luminaires, on a mis des réducteurs de puissance. C'est des trucs qui automatiquement, vers 10h, 10h30 du soir, baissent la puissance. Personne ne nous a jamais fait une remarque là-dessus. Ça se voit pas. Ça se voit dans les courbes de charge électrique. Aujourd'hui, on a la capacité de le vérifier, mais en termes de luminosité, d'efficacité d'éclairage, il n'y a aucune différence. Et bien sûr, en LED également. Ensuite, on a... En prenant l'étude d'Alter Alsace Énergie, on a pris les bâtiments les plus énergivores. Ce n'était pas forcément ce qu'on croyait. Hein. Par exemple, on a une maison des loisirs qui n'est pas isolée, tout ça, mais elle n'est pas très occupée. Donc finalement, quand on regarde les consommations, et elle a un chauffage par soufflerie assez efficace, c'est-à-dire qu'on allume le chauffage quelques minutes avant l'usage et on l'éteint après. Résultat, il n'y a pas tellement. Donc par contre, l'école,
l'école, forcément, là, il faut chauffer souvent. Et donc, ça a été la priorité. On s'est fixé un objectif BBC. Il y a des architectes dans la salle, je vous le dis, on le regrette. Si on avait su que les architectes français sont très, comment dire, timides, étaient à l'époque, hein, j'espère que ça a un peu changé, mais en gros, on nous a dit bâtiment existant, rénovation, pas possible de faire du passif. Donc là, on l'a fait en BBC. Le bâtiment suivant qui a été la mairie, on nous a dit la même chose. Donc on connaissait M. Sellner et on lui a dit on pense que vous savez faire, et il nous a confirmé les résultats. On n'a pas le label sur la mairie, mais on a des performances qui sont très très proches du passif. C'est un bâtiment du 19e siècle, comme quoi c'est tout à fait possible. Ensuite, on a construit le gymnase positif avec architectes et partenaires et l'entreprise locale Mathis. Je ne vais pas en parler là. Monsieur Cédric Toussaint est là, il pourra vous en parler. On a profité aussi de subventions et de certificats d'économie d'énergie bonifiés pour faire l'enveloppe extérieure de l'ancienne synagogue salle des fêtes. Et ça, on va vous montrer aussi. Aujourd'hui, on vient de terminer l'aménagement intérieur. Donc on a un ensemble qui est passif et positif. Et bien sûr, on a aussi travaillé sur un système d'information énergétique. Je pense que Claude pourra, si vous avez des questions là-dessus, c'est pour suivre de manière très fine les consommations de nos... alors la mobilité toute douce, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça c'est l'avant. Ça paraît caricatural aujourd'hui, mais c'est comme ça partout. Hein. Je reviens du nord de l'Alsace. Là, ce matin, j'ai vu des villages, c'est toujours comme ça. Un village, Wingersheim, il y avait une rue, elle faisait au moins 8 mètres de large. C'était les Champs-Élysées, hein, et des trottoirs à peu près comme ça, quoi. Chanfreinés, en plus, les trottoirs, non seulement ils sont petits, mais regardez, vous avez les voitures qui sont dessus. Moi, j'ai été jeune papa à Muttersholz. Quand j'allais chercher mes enfants chez la nounou, avec la poussette, j'étais obligé de rouler sur la route et il y avait 8000 véhicules. Donc on a fait des gros travaux qui ont consisté à faire des trottoirs dignes de ce nom et donc à rétrécir la voirie et donc à réduire la vitesse. On est partout à 30. On a fait des zones de rencontre aussi. Il n'y a pas des canards tous les jours, mais quand même de temps en temps, il y a un cours d'eau phréatique juste à côté, c'est pour ça. Ça, vous allez le voir. Celui-là, vous allez le passer, hein, Claude, je pense que... Donc, moi, je suis maire depuis 15 ans, c'est de ça dont je suis le plus fier. Ça paraît rien, hein, c'est juste un petit passage doux dans un jardin. En termes de négociation, il a fallu qu'on se lève tôt, hein, parce que le monsieur qui habite là a accepté de couper son jardin en 3. Il a là, là et là. Il est toujours propriétaire, mais on passe dedans, on a tout acheté. Donc vous allez vous demander comment on a fait. Je peux vous le dire, hein, je ne le dis pas trop à nos concitoyens. Alors déjà Léondi, il était plutôt favorable, parce que quand je lui ai dit que c'est pour aller de l'école au gymnase, c'est un ancien gymnaste, et je veux dire pour que les écoliers fassent plus de gym, tout de suite il était à l'écoute. Et ensuite il m'a dit, il faut demander, il a 80 ans passé, il m'a dit, c'est lui qui jardine encore, hein, le jardin est toujours super productif, mais il m'a dit, il faut demander à mes enfants, parce que c'est quand même eux les terrains. Donc les enfants, on leur a tout de suite dit, c'était des terrains qui n'étaient pas constructibles. Voilà, la modification du poste, on les a rendus constructibles, donc ils n'étaient pas perdants. Lui, je lui suis vraiment reconnaissant parce que lui, le fait que ces terrains soient constructibles, ça ne changera plus rien dans sa vie, quoi, hein. Ça sera construit peut-être quand il sera plus là. Mais lui a accepté qu'aujourd'hui, il y a un flot de cyclistes et de piétons importants qui passent dans son jardin. Donc il est très social, donc il aime bien parler avec les gens. Donc, voilà, tout s'est bien passé. Vous voyez qu'on a fait tout un schéma de
de liaison douce. Et aujourd'hui, on peut aller du nord du village jusqu'à l'école. Les enfants, pratiquement, ont plus besoin de rouler sur des voiries classiques. Ils ont juste à les traverser sur des passages protégés. Cette année, l'école a participé au concours à l'école JV, parce qu'on sont comptés tous les déplacements alternatifs à la voiture, seul. À la limite, si c'est du covoiturage, mais là, en l'occurrence, on a eu un jour, le 21 mai, il y avait 129 gamins sur 140 qui sont venus à pied, à vélo ou à trottinette. Donc j'ai dit aux instituts, donc il y en a 11 qui sont venus en voiture. La collègue m'a dit non, il y avait des absents. Donc c'est un score soviétique, on n'oblige pas, hein, c'est pas obligatoire. Je pense que c'est clairement lié à ces circulations douces. Aujourd'hui c'est sécurisé, donc les parents laissent partir leurs enfants. On a un nouveau garage à vélo que Claude vous montrera peut-être. Il sera peut-être qu'il y aura encore les vélos. Là au mois de décembre, j'aurais tendance à penser qu'il y a moins de vélos que d'habitude, mais j'ai vu il y a 2 semaines, il était encore quasiment plein. Oui, il est trop petit, d'ailleurs il faudra faire une petite rallonge. Ah mais clairement cet été là, il était plein à ras-bord. Enfin, il y avait déjà des vélos à côté, quoi. Alors, oui, vous avez vu là, c'est à ce moment-là en général que je parle de bâti vacant, mais vous allez voir qu'on va en parler. Bon, ça je passe. Énergie renouvelable, ouais, c'est un petit truc. C'est quoi la différence entre ces éoliennes? C'est ça. Vous avez des parcs éoliens, soit ils sont faits à base de financement classique, privé, fonds de pension, etc. C'est rémunérateur, hein, l'éolien, mais ils peuvent aussi se faire avec les citoyens qui habitent autour. C'est le modèle le plus fréquent en Allemagne. Hein. La plupart des éoliennes que vous voyez sont des éoliennes au moins partiellement citoyennes. Pour certaines, elles sont complètement citoyennes. Une commune, par exemple, peut aussi investir dans une éolienne. Donc nous, on a un projet d'éolienne là dans la partie agricole. Et évidemment, ce sera du modèle coopératif et en autoconsommation. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que les éoliennes, évidemment, ça prend beaucoup de temps, on a des toits photovoltaïques, donc notamment celui du gymnase, que vous ne verrez pas le toit, mais vous verrez la salle. L'atelier du pomme qui est aussi équipé, et donc grâce aux aides du ministère, on a pu faire 3 turbines hydroélectriques, l'une à l'ancienne centrale, on n'a pas de photos, et puis les photos, c'est pas très photogénique parce qu'on a caréné les vis. Là elles sont visibles, donc on les voit tourner. C'est ces 2 vis qui aujourd'hui font vous avez sûrement entendu, là on défraye la presse nationale quasi tous les jours. Hier, la télé publique tchèque est venue nous voir, comme étant à peu près le seul village, non, en France oui, j'allais dire en Europe, mais non, en Allemagne c'est le cas aussi, qui est décontracté par rapport aux hausses du prix de l'énergie, puisque aujourd'hui l'électricité ne coûte quasiment plus rien à la commune, on paye juste encore la taxe Enedis. On utilise le réseau évidemment pour aller de la centrale jusqu'ici par exemple, ou jusqu'à la mairie. Il y a le réseau qui est utilisé, mais les turbines fonctionnent 24 heures sur 24, donc toute l'électricité. Celle-là, elle vient plutôt du photovoltaïque du gymnase. Hein. Alors ici on est en autoconsommation individuelle et collective, et les turbines du B15, elles contribuent à la boucle d'autoconsommation collective depuis le 1er septembre. Alors, on a bien sûr encore quelques chaufferies, 2 chaufferies récentes au granulé bois. Donc, bien sûr, là, on va subir les augmentations existantes, mais on va les subir sur des quantités faibles. Donc, ça n'aura pas un impact majeur. On a encore la mairie qui est au gaz. On a la chance d'avoir un contrat qui dure jusqu'à l'année prochaine. Puis pareil, grâce à M. Sellner, on n'a quasiment plus besoin de chauffer la mairie, donc on a une consommation
consommation très faible, donc on est effectivement décontracté par rapport quand moi je participe bien sûr aux travaux de la communauté de communes, du PETR, etc. Je rencontre beaucoup mes collègues qui sont très inquiets parce qu'ils ont des Célestat, c'est plus d'1 million d'euros de dépenses supplémentaires de chauffage, hein, de chauffage et d'électricité. Je passe là-dessus. Alors, juste pour un graphique un peu plus récent, vous voyez, il date de 2020, c'est le 3 fois. En 2020, donc c'est le cas à peu près aujourd'hui, nos consommations, la production, vous voyez que c'est à peu près 3 fois plus, notamment grâce à l'hydroélectricité. Vous voyez qu'on est assez supérieur aux prévisions de l'époque. Hein. On a mis 3 turbines. À l'époque, on était plutôt parti pour en mettre 2, on a pu en mettre 3. Et par contre, si on ramène cette production au niveau de la consommation complète du village, hein, là vous avez l'électricité de tous les citoyens et de toutes les entreprises du village, et là le gaz de tous les citoyens et de toutes les entreprises. Donc ça, on a des données très précises grâce à Enedis et GRDF. On devrait encore rajouter le fuel, peut-être le bois, hein. Il y a aussi des concitoyens qui chauffent au bois. Donc vous voyez qu'on est, on est loin du compte. Ceci dit, ça correspond à 2 éoliennes ou à 7 terrains de football de photovoltaïque. Alors, a priori, on a encore des footballeurs, donc on ne recouvrira pas les terrains de football par du photovoltaïque. Et moi, je ne suis pas très favorable au photovoltaïque au sol. Hein. Je considère que la meilleure énergie solaire, c'est la photosynthèse. Hein. Et on va quand même encore avoir besoin de se nourrir et d'avoir un minimum de nature. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'autoconsommation, je pense que vous savez tous ce que c'est. Hein. Individuel, bah, c'est ce que Claude vient de résumer. Hein. C'est un bâtiment, ici, qui autoproduit sa consommation. Là, en l'occurrence, alors c'est du photovoltaïque, donc là forcément l'électricité de nuit, on est obligé de la racheter. Mais il n'y a pas de câble supplémentaire à avoir, et donc on n'a ni TVA, ni taxe sur la consommation finale d'électricité, ni taxe Enedis. Alors qu'en autoconsommation collective, c'est un concept un peu plus récent. Pour nous, pardon, voilà, a priori donc les règles qui encadrent l'autoconsommation collective disent un cercle d'un rayon d'1 kilomètre. Ça se négocie avec Enedis. Déjà, vous voyez, donc, toutes les pastilles bleues, c'est les points de consommation, soit les bâtiments, soit les armoires électriques du réseau d'éclairage public. Vous voyez qu'on a 3 armoires électriques qui sont en dehors du rayon. Enedis a accepté de les mettre. On n'a même pas osé demander Rathsamausen, donc Rathsamausen n'y est pas. Mais on a appris qu'a priori on aurait pu demander aussi, ils sont a priori assez souples. Dans la vallée de Villers, c'est toute la communauté de communes. Ils sont en train de travailler sur ce concept-là. Ils sont partis sur toute la communauté de communes. Donc on croyait que c'était le caractère rural, mais a priori non. C'est tout à fait négociable. Alors pourquoi on l'a placé comme ça? Parce qu'on voulait bien sûr, il faut absolument que la zone de production soit dedans. Hein. Donc là, la production c'est ici, c'est les 2 turbines que vous avez vues en photo, et la consommation c'est toutes ces voilà. Donc ça c'est un petit schéma de principe. Pas, vous n'avez pas envie d'aspirine, donc je ne demande pas de comprendre tout de suite, mais on pourra vous l'envoyer. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. Moi j'ai aussi encore un peu de mal entre autoconsommation et autoproduction, mais en clair, ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'il y a des endroits où on consomme, des endroits où on produit, et on fait. Nous, bah, vous allez le voir, nous c'est quasiment... Ah non, zut. J'ai pas pris bon, j'essaierai de vous le montrer. Le bilan déjà du mois de septembre.
En gros, on a commencé le 1er septembre et vous verrez, jusqu'au 5 septembre, on n'auto-produit pas grand-chose. À votre avis, pourquoi? Entre le 1er et 5 septembre? Pas assez d'eau. Oui. Oui, il n'y avait pas assez Vous avez ce problème en été, c'est ce que je me suis dit. Les deux turbines de Lille, la troisième sur le Mulbar tournait, mais les 2 turbines de Lille, il n'y avait pas assez d'eau. Ce qui est rare, hein, parce que cette année il restait vraiment pas grand-chose. S'il n'y a pas un peu de soutien d'étiage par le Rhin de Lille, l'île aurait été à sec. Et donc, mais à partir du mois de septembre, il va commencer à pleuvoir et ça a produit. Et donc là, on est à 100% d'autoproduction de notre consommation. On aura probablement les périodes d'inondation qui sont fréquentes là sur l'île où la chute est effacée puisque les inondations font que tout est recouvert et donc là les turbines ne tournent pas. Mais donc ce sera les seuls moments où on sera obligé de racheter l'électricité. Vous avez tous en tête que c'est très facile, hein, Enedis s'occupe de tout. Hein, c'est de l'équilibrage grâce au compteur intelligent qui permet à des pas de temps de l'ordre de la demi-heure de savoir à tout moment ce qu'on consomme et à tout moment ce qu'on produit. Et donc après c'est la facturation. Et le basculement sur de l'électricité qui ne vient pas de chez nous se fait... on n'a pas besoin de le surveiller, hein, ça se fait automatiquement, y compris aussi pour la vente du surplus. Vous voyez, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on ne consomme que 10% de ce qu'on produit. On produit 100% de ce qu'on consomme, mais on consomme que 10% de ce qu'on produit. C'est juste ce que j'ai dit, voilà. C'est-à-dire que 90% de notre hydroélectricité, on le revend au réseau. Et ça n'était pas possible de mettre en autoconsommation pour le village, pour les foyers? Si, c'est théoriquement possible. Villers, ils ont créé une structure qui s'appelle une communauté locale d'énergie, qui comprend les communes, la communauté de communes, des entreprises. Et d'ailleurs, Villers, ils ont commencé avant nous le système là, mais ils ont le premier maillon, ils ne l'ont pas pour l'instant. Il faut de la production d'énergie, ils n'ont pas. Mais ça y est, là, avec des entreprises, 2 grosses entreprises, Burkhardt et Egelhof, vont mettre des grands toits photovoltaïques sur les entreprises. Et donc, à partir de là, ils vont au moins partager la production avec les entreprises. Mais ils envisagent aussi les citoyens. Nous, ça peut être une étape supplémentaire avec les entreprises également. On arrive rapidement sur... je surveille pas l'heure. 14h20. Donc on va rapidement parler des logements vacants. Alors je vous disais l'étalement urbain. Là vous avez un historique de l'étalement urbain à Muttersholz et vous voyez que en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale c'est resté assez stable. Là dans la tache rouge au 19e siècle, non, 19e siècle, en 1860, on a un recensement, il y a 2450 habitants. Aujourd'hui, on a toujours que 2200. Donc l'étalement urbain, il n'a aucun rapport avec l'expansion démographique. Il a un rapport avec 2 choses, avec la mode du pavillonnaire et un peu quelque chose qui en est un sous-produit à mon avis, c'est que les zones d'activité, on a fait pareil. On a pris le même modèle et donc ça consomme aussi de l'espace. Donc vous voyez, en gros, on a un lotissement tous les 10 ans. Là, il y en a encore un dernier qui est à peu près terminé, qui s'est fait sous mon égide, mais qui avait été commencé avant. J'avoue que je regrette de pas être allé au conflit. C'était un lotissement privé. Il y avait déjà 4 ans de travail de l'aménageur, donc on a eu le respect du
travail engagé. On a essayé de le rendre plus qualitatif. Le CAUE y a travaillé, tout ça, mais le résultat il n'est pas bon. Notamment au niveau social, ça nous paraît, puis c'est un gros gaspillage de terrain. Donc il n'y aura plus de lotissement en extension. Évidemment, je vais vous montrer rapidement tout à l'heure. Vous remarquez tout de suite là qu'il y a plein de dents creuses. Hein, mais le premier. Voilà, là, juste aussi des petits schémas. 1760. Je le repasse. Vous voyez la tâche urbaine comme elle s'étend. En gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en 2 générations, on a consommé 2 fois plus de terrain bâti, de terrain pour le bâti, que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. C'est impressionnant quand on le dit comme ça, mais ça montre bien que c'est pas durable, parce qu'effectivement tout le monde fait comme ça, et que si on continue, on peut se poser la question de ce qu'on mange. Donc au premier SCOT, on a fait ce qu'on appelle des enveloppes urbaines. C'était en gros ça. Là, vous voyez toujours les dents creuses. Ce qui me chagrine un peu, c'est que dans le zéro artificialisation nette, on compterait. Alors, bien sûr, ça peut encore bouger. Moi, je suis favorable qu'on n'applique pas le même taux de consommation en intramuros qu'en extramuros. C'est-à-dire qu'il faut encourager pour la consommation d'espaces naturels qu'on fera, l'encourager en intramuros plutôt qu'en extension. Pour l'instant, a priori, ce serait compté de la même manière. Ce qui ne me paraît pas une bonne chose. Oui, là, je vais vous montrer une photo aérienne. Encore une fois, là, hein, vous avez le village de l'après-Deuxième Guerre mondiale et toutes les extensions, et vous voyez que Ilsenheim, c'est exactement pareil. Wittisheim vers l'est et Waldenheim vers le sud, c'est pareil. Vers Sélestat, ça va, parce qu'il y a la zone inondable. Et une zone inondable, ça permet le zéro artificialisation nette. Alors, la question du logement vacant, on l'a travaillé dans le cadre du PLU. Là, notre bureau d'études nous a révélé qu'on avait 8% de logements vacants. En gros, 80 logements vacants sur 1000 logements. Le jour où, dans l'autre salle à la mairie, le chargé d'études nous dit ça, on lui dit non, monsieur Eckstein, vous êtes trompé, là, faut revoir ça, quoi. Et donc il a revérifié, il nous a dit non, c'est bien ça. Et donc on a dit bon, parce qu'on ne le croyait toujours pas, nous c'était un truc qu'on découvrait. Et on ne comprenait pas parce que Muttersrand c'est un village en tension résidentielle. C'est une maison qui est en vente, elle ne met même pas 48 heures à être vendue ici. Il faut se dépêcher pour la prendre, à condition qu'elle soit vendue à un prix normal, hein, évidemment. Il y a aussi des maisons qui traînent, mais parce que les propriétaires en veulent trop. Donc on a fait avec mes adjoints, on a fait pendant un hiver, on s'est pris 4-5 jours, on a fait tout le tour du village et on a pointé les logements vacants, mais aussi les bâtis vacants. Quand je dis 8%, en fait il y a plus. Il y a plus que 80 bâtiments vacants, il y a notamment toutes les vieilles granges. Ce qu'on a pointé aussi, c'est les immenses maisons dans lesquelles ne vit plus qu'une personne âgée. Il y en a pas mal, hein. On ne les met pas dehors, hein, les personnes âgées, je vous rassure tout de suite, mais on essaye d'en parler à la famille, de leur dire vous ne croyez pas qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Alors, en général le truc qui se passe, c'est les personnes âgées qui partent à l'EHPAD ou directement au cimetière. Hein. Mais au moins, on prépare les descendants au fait qu'on peut les aider à valoriser le mieux possible leur vie. Alors oui, la première chose qu'on a fait, c'est moi j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'eau. Je siégeais déjà au siècle dernier à l'agence de l'eau en tant que représentant d'Alsace Nature. Là maintenant j'y suis à nouveau, mais en tant qu'élu.
Et je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de l'agence de l'eau, hein, ça a été créé en 1964 par une loi sur l'eau, et c'est le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'on paye tous une redevance, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous regardez sur vos factures d'eau, il y a une redevance, c'est quelques centimes. Hein. Chaque fois qu'on ouvre le robinet, on paye quelques centièmes de centimes à l'agence de l'eau. Donc vous voyez, avec le nombre qu'on est sur tout le bassin Rhin-Meuse, ça fait tout de suite pas mal d'argent. Et les activités, notamment les industriels, eux, payent une redevance qui est... Nous, c'est forfaitaire. On considère qu'on pollue tous de la même manière et on ne va pas venir nous contrôler pour savoir si on pollue plus ou moins. On a notre pollution biologique, en gros, voilà. Les industriels, c'est pas la même chose. Il y a des industriels qui ne polluent pas, il y a des industriels qui polluent beaucoup. Et donc ça, c'est surveillé. Et c'est un industriel qui pollue beaucoup paye une forte redevance. Tout cet argent est collecté par l'agence de l'eau et ensuite est redistribué sous forme de subvention aux collectivités locales pour faire des stations d'épuration, aux industriels pour faire des procédés non polluants. Résultat, moi mon sport c'est le kayak. Je peux vous dire que dans les années 70-80, le kayak ici sur l'île, c'était un égout. L'île, c'était un égout à ciel ouvert. Quand on faisait du kayak, on allait se prendre une douche tout de suite derrière. Aujourd'hui, on s'y rebaigne. Et c'est partout comme ça, aujourd'hui, même dans toute l'Europe, parce que grâce à ces systèmes-là qui ont été généralisés en Europe, on a trouvé les clés pour avoir à nouveau des rivières de qualité. Alors, il y a bien sûr toujours des choses à améliorer, mais il y a plus d'inquiétude sur les eaux souterraines que sur les eaux superficielles. D'où mon secrétaire général, je lui ai tout de suite dit, mais il faudrait une taxe. Alors, et j'avais entendu parler de la taxe sur le logement vacant, mais bêtement, je croyais que ça ne s'appliquait qu'aux grandes villes. Parce que je savais qu'à Strasbourg, il y avait une taxe sur le logement vacant, c'est l'État. Donc je m'étais dit, ça doit être pour les grandes villes. En fait, pas du tout. Hein. Julien tout de suite googlisé, il a dit, bah non, c'est valable, on peut le faire partout. On ne le fait pas dans les villages, parce qu'on se fait engueuler, quoi. Et un maire d'un petit village comme Muttersholz, il est à portée de baffe, beaucoup plus que le maire de Strasbourg. Hein. Le maire de Strasbourg, il peut rester un peu à l'écart. Ici, moi, c'est difficile, quoi. Donc, bon, j'étais prêt à ça, je savais que j'allais me faire engueuler. Ça a été effectivement le cas, mais c'est bien quand on vient vous engueuler, ça permet de commencer à discuter, quoi. Hein. Et je peux vous dire, les deux premiers qui sont venus me voir, c'était un ancien adjoint, c'est au deuxième mandat, et un ancien conseiller municipal. Eux, ils sont venus direct. Qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà, ils n'étaient pas contents. Je leur ai dit, ok, je vous comprends, je serai à votre place, je râlerai aussi. Mais maintenant, je vous explique. Je vous explique que si vous bougez, on va vous aider. Et notamment le produit de cette taxe, on va vous le reverser pour vous aider à faire et vous donner même beaucoup plus pour réhabiliter. Et donc ça, on a fait avec... On a réuni les propriétaires, et résultat, ils ne sont pas tous venus, mais presque tous. Enfin, ceux qui habitaient le village, ils sont tous venus. Il se trouve qu'il y en a qui habitent loin, et donc on leur a expliqué. On les a même mis en situation de travail participatif. La Maison de la Nature a managé ça. Ils ont une chargée de mission qui est formée à ce dialogue citoyen. Et là, c'était vraiment très ciblé. C'est en gros... première question, c'est pourquoi vous laissez vos logements vacants? Donc ça, je ne sais pas si vous savez pourquoi. Moi, je pense qu'on je l'ai jamais entendu, je l'ai même jamais lu dans des. Je suis pourtant allé à plein de colloques, mais je suis le seul à dire ça. Et alors à Muttersholz, j'en suis sûr, hein, et à mon avis, c'est partout pareil. Pourquoi les gens laissent leur logement vacant? La raison principale. Dans des zones en tension. Dans des zones où on a du mal à vendre, c'est autre chose. Là, c'est parce qu'on laisse vacant, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'il n'y a personne qui veut venir habiter. Il y a quand même des endroits. Mais ici, on est une maison en vente trouve sans problème quelqu'un. C'est la procrastination. Mes deux adjoints, c'était exactement le même cas de figure. Ils sont un peu plus âgés que moi. Ils venaient dans les années précédentes de perdre pour l'un sa mère, pour l'autre sa belle-mère, qui habitait juste la maison accolée. Et en gros, les deux sont jeunes retraités, pas de problème d'argent,
pas de problème pour conduire un projet. Intellectuellement, tout à fait en capacité de faire ça. Mais en gros, ils n'ont pas envie de s'embêter. Et on dit, oh, bon, je fais ça l'année prochaine, l'année suivante, je fais ça l'année prochaine, et puis 10 ans après, ils n'ont toujours rien fait. Et il n'y a rien qui vient leur rappeler que ce serait quand même bien de faire. La taxe sur le logement vacant, elle sert à ça. C'est une piqûre de rappel. Dit, chaque année, tu payes la taxe sur le logement vacant, c'est la taxe d'habitation, alors qu'il n'y a pas d'habitants, et payée par le propriétaire. Donc c'est quand même tout de suite des sommes de l'ordre de 500, 600, 700 euros, payées chaque année pour rien. Ben, les deux, ça a été parmi les premiers à se lancer. Arsène, lui, il est plutôt social, pas de problème, je fais des logements aidés. Il en a fait 2, la maison de sa maman a fait deux logements, et lui, il est super content, là, et puis il a un bien qui est valorisé maintenant. Et Jean-Georges, c'est un peu dans la même cour, il disait, mais tu te rends compte, si je m'entends pas avec les locataires, là, je ne sais pas quoi, mais tu fais un gîte. Le tourisme en Alsace, ça marche plutôt bien. Il nous remercie maintenant, il dit ouais, c'est génial, il accueille pratiquement toutes les semaines des touristes, en plus il est très social, il commence par leur verser un verre de Riesling et presque chaque semaine il se fait inviter par ces touristes et il est très content. Et lui il n'avait quasiment pas de travaux à faire, hein. C'était la maison de sa maman était en très bon état, il va juste un peu changer la déco, petit coup de peinture, et donc là, lui il n'y avait pas d'aide sur le... En Alsace, sur le logement touristique, il n'y a pas d'aide forte. Donc nous, on lui a reversé la taxe. Il avait payé 2 ans de taxes. Symboliquement, on lui a voté une subvention du même niveau. Comme ça, il ne pouvait plus rien, il ne pouvait plus m'en vouloir. Quoi. Il n'en veut plus du tout. Pour Arsène, pour les autres, on mobilise les subventions qui existent, hein, déjà avant nous, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, le département. Et le département bonifie son aide parce que nous, on aide. Donc il y a une aide supplémentaire du département. Et maintenant, il y a la communauté de communes qui va appliquer des aides aussi. Donc sur du logement aidé, on arrive à des taux de 50 à 60% d'aide sur la réhabilitation. Je peux vous dire que ça vaut le coup. Hein. Vous êtes architecte, vous connaissez la CERS. Vous connaissez Eric Hartré, c'est le directeur général. Il est propriétaire d'une maison, c'est la pharmacie du village, qu'il a hérité de son papa, avec ses 2 frères en indivision. Je ne le connaissais pas, hein. Il est venu, il a eu la taxe sur le logement vacant, parce qu'il y avait 2 au-dessus de la pharmacie. Prenez place, monsieur, il y a de la place devant, ou là. Il vient à une réunion et il entend les taux d'aide, il vient me voir à la fin de la réunion, il me dit « Monsieur Barbier, j'étais plutôt venu en me disant qu'on allait vendre, mais quand j'entends les taux d'aide que vous avez, et puis il dit « Je trouve votre politique vraiment bien », ben on va retaper. Et ils ont retapé, ils ont fait 2 magnifiques appartements, et voilà. Voilà, donc on vient de faire, j'ai l'habitude de dire qu'on vient de faire un lotissement de 30 logements en 0 artificialisation nette. Alors là, en 0, hein, puisque c'est que de la réhabilitation de logements vacants. On a à peu près sorti là en 4 ans 30 logements. Donc le lotissement qu'on ne fait pas, bah, en fait on l'a fait. On l'a fait en termes de... Et on est qu'au début, à mon avis, on a plein de potentiel encore derrière. Je vous montre quelques exemples. Une belle maison de maître. Là, ils ont fait des gîtes. Ah bah oui, c'est la maison qui est juste devant. Deux logements. Celle-là, elle est toujours vacante. C'est une des maisons les plus historiques. Bon, là, il ne bouge pas beaucoup. Ça, c'est une maison de lotissement. Mais moi, j'habite juste derrière. C'était un célibataire qui avait racheté la maison. Très rapidement, il s'est trouvé une copine à Célestat et il est allé habiter chez sa copine. Et pendant 10 ans, je le voyais une fois par mois tondre la tondeuse. Je crois qu'un jour, je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne vous rendez pas. Il n'y habitait plus depuis 10 ans.
Et j'avais l'impression qu'en fait, il disait, mais si jamais ma copine me fout dehors, je peux revenir, quoi. Quand il a eu la taxe sur les logements vacants, là, c'est clair qu'il a vendu rapidement. Aujourd'hui, il y a un jeune couple qui a pu racheter avec qui ont un enfant, etc. Là, pareil, là, c'est la grange, mais la maison est occupée par les parents. Et le jeune couple avec des enfants, ils ont retapé la grange, un magnifique loft dans la grange. Voilà, je passe là rapidement. Juste pour vous montrer aussi le travail de concertation, ça a joué quand même un rôle, le fait qu'on a commencé donc, la taxe sur le logement vacant, ensuite on fait une séquence participative. Hein. Les citoyens là, ont travaillé à peu près 4 soirées pour, en gros, dire ce dont ils avaient besoin pour sortir leur logement, leur bien de la vacance. Cette proposition a été présentée au conseil municipal, on l'a repris quasiment in extenso et on en a fait le dispositif dont je vous parle. On a pas mal travaillé aussi sur de la visite de beaux exemples. Ici, vous avez un bâtiment un peu de type industriel, artisanal, c'est un ancien atelier de tissage. À Muttersholz, il y avait beaucoup de tisserands au 19e siècle. Et donc là, c'était évidemment complètement... Enfin, ça n'a jamais été habité. Et là, on a un jeune couple qui a fait un loft de très très bonne qualité. Donc là, on le fait visiter pour donner des idées à d'autres personnes. Voilà, ça, en gros, c'est le dispositif, c'est la plaquette qu'on distribue. Le point clé, c'était ça. C'est évidemment, ils nous ont jamais. C'est pas les propriétaires qui nous ont dit je procrastine, c'est pour ça que c'est vide. Mais en discutant avec eux, c'est ce qu'on a compris. Mais en gros, leur truc aussi, c'était c'est compliqué, on a un peu de mal à se décider, et donc ce serait bien de pouvoir, en un lieu unique, c'est un peu tarte à la crème hein, dans toutes les politiques, on dit toujours qu'il faut un lieu unique. C'est un peu simplificateur, mais nous, c'est pas un lieu, nous, c'est un moment où on réunissait financeurs publics, architectes du village, notaires du village, banquiers éventuellement, Espace Info Énergie et nous-mêmes, et on faisait venir les candidats aux aides, et en gros, on l'avait fait travailler l'architecte du village un peu pour un diagnostic très sommaire du bâtiment. En gros, où il nous disait, bah, ça mérite juste d'être rasé, rare, mais ça peut arriver, hein, de temps en temps, il y a des trucs, c'est irrécupérable, mais de temps en temps aussi, une vieille grange, par exemple, l'architecte nous a dit, bah, là, on peut faire facilement trois logements, en gros, il est vaguement dessiné comment on peut le faire. Ensuite, il y avait autour de la table, il y avait par exemple, le directeur du CEUE, comment il s'appelle, Biry, à l'époque, Jean-Marc Biry, voilà, qui venait. Et là, il y avait des architectes, des pros autour de la table. Moi qui n'étais pas du tout un spécialiste de ces questions, au début de la réunion, j'avais une impression de brouillard comme ça, et puis je voyais le brouillard qui se dissipait en 1 heure. Et en gros, quand il y a comme ça un dialogue entre un maître d'ouvrage et des spécialistes, ben, très rapidement, il y avait aussi les financeurs publics des départements qui disaient bah, monsieur, en gros, bah, voilà les aides que vous pourriez avoir, et puis voilà la procédure qu'il faudrait faire. Et en général, à la sortie de ces réunions, c'était parti pour des projets. Voilà, vous avez un comité d'experts qui est d'autres exemples. Ça, c'est la maison que vous avez juste, que vous verrez en sortant. Pareil, il a fait un magnifique loft. Alors, c'était une maison qui appartenait à la commune. On l'avait rachetée pour faire tout ce programme ici. Et le conseil était un peu divisé. Là, il y avait en gros, moi j'appelle ça les hyper pragmatiques. Je me considère comme pragmatique, mais il y en a des bien pires que moi. Hein. En gros, les hyper pragmatiques, on rase. C'est trop petit. C'est vrai que si on fait plus d'1,80 m, il faut presque se baisser et tout ça. C'est trop de boulot, c'est beaucoup trop d'argent de retaper ça. Moi, j'ai des copains qui sont très bricoleurs et qui adorent les maisons alsaciennes.
Il y a des gens qui sont capables, on en a trouvé un, il habitait le village d'à côté, il avait déjà retapé une maison avec sa première femme, il a divorcé, et là il l'a retapé avec sa deuxième femme. Et ils ont fait un logement locatif ici, et en haut un super loft avec rien que de la récup, c'est vraiment très beau. Voilà d'autres exemples. Dans certains cas, ici par exemple, j'ai un ancien restaurant du village, ça a été revendu. C'est pas le propriétaire qui a fait le projet, il l'a vendu à un professionnel qui en a fait 3 ou 4 logements de bonne facture. Une ancienne grange qui a fait 3 logements. La pharmacie d'Éric Hartweg dont je vous parlais, donc la pharmacie est restée en bas, mais il y a un logement à chaque étage. Ça c'est mon conseiller municipal, la maison, lui il habite là, et la maison de sa maman dont il a fait 2 logements. Peut-être, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Ça devient un peu... Non, on va s'arrêter là. Désolé. Je voulais juste vous montrer qu'au-delà du logement vacant, on travaille aussi maintenant sur les dents creuses. Là, on est en train de travailler sur un projet avec la CDC dans une dent creuse. Et on va essayer de faire quelque chose du logement locatif, collectif et intermédiaire, de qualité en plein milieu du village. Ce que j'essaye de convaincre, c'est pas toujours facile avec les conseillers, hein, parce que moi je ne prononce jamais le mot logement social, hein, parce que vous savez tous que beaucoup de personnes, hein, même à Muttersholz, logement social égale racaille. Hein, j'ai du mal à l'entendre. Hein, moi, gamin, j'ai vécu au Neudorf dans un HLM. Mon papa était ingénieur. Pardon ? Une HLM. Une habitation en loyer modéré. Mais on a tendance à dire un HLM, ouais. Un immeuble. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien que l'habitat aidé et pour plus de la moitié des Barinois sont susceptibles d'être éligibles. Et on est bien sûr pas, on est passé par un stade OAP dans le pied. Là, on a 4-5 programmes comme ça sur lesquels on est en train de travailler progressivement. Rénovation aussi du presbytère catholique. On n'a aucune inquiétude, on est un village qui est très demandé, on ne peut pas tout arrêter. Il y aurait de temps en temps même des conseillers municipaux qui disent mais pourquoi on continue à accueillir du monde? Je leur dis c'est déjà rien que pour les jeunes de chez nous. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à trouver. Hein. Et puis vous voulez que les prix explosent complètement. Hein. Si on n'a pas d'offres, les prix vont arriver à des niveaux. Voilà. Donc, on continue et à mon avis on en a pour 3 ou 4 générations sans aucun problème à continuer à offrir. À faire. Voilà, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. C'était super important. Merci d'être aussi courageux, de ne pas avoir peur. Et on voit bien maintenant que vous n'avez plus peur de la ZAN, des prix énergétiques. C'est génial. Mais la ZAN bien sûr, je suis président du SCOT. Hein. Donc je me documente beaucoup comme ça, mais à titre personnel, je suis persuadé que c'est... Je suis pas persuadé, je suis sûr que c'est le sens de l'histoire. On ne peut pas faire autrement, quoi. Le foncier, c'est une ressource, comme le pétrole, comme le charbon, et ça, c'est en train de diminuer à vitesse grand V. Et donc, il va falloir maintenant qu'on apprenne à faire avec beaucoup moins de foncier. Alors après, évidemment, mes collègues, ils sont tous inquiets. Bien sûr, parce que c'était... Comment dire, c'était pas facile, mais c'était pas compliqué de se dire bon bah là on met au poste, on met un truc, on fait un lotissement, on trouve un aménageur et puis voilà et on vend les terrains. Là évidemment ça on va plus pouvoir faire. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport aux dents creuses, est-ce que vous essayez quand même de mener une politique d'acquisition foncière ou pas du tout? Vous
comptez sur à la fois des investissements privés et éventuellement publics comme... Très bonne question. Vous n'avez pas les moyens peut-être? Non, mais on est devenu un peu, je ne sais pas s'il faut dire dictateur ou socialiste, mais on n'a plus tellement envie de passer avec le privé. Là. Dans les derniers lotissements là, avec le privé, on s'arrache les cheveux. Quoi. Ah, ils nous disent, les aménageurs là, ils sont tout le temps d'accord avec tout. Mais une fois qu'ils ont signé, ils font n'importe quoi. Ils oublient tout ce qu'ils ont fait, etc. Donc là, oui, on travaille avec l'EPF. Là, ce soir, là, sur cette zone, il y a la moitié nous appartient, la deuxième moitié, on va donner mandat à l'EPF de l'acquérir. Donc vous êtes arrivé à la conclusion qu'il faut une intervention autant communale, enfin publique, autant que possible. On aide les OAP où les terrains sont privés. Et si les privés arrivent à se mettre d'accord, on laissera faire, hein, évidemment. L'OAP permet quand même de bien cadrer. Mais dans la mesure du possible, on essaye de faire des projets avec maîtrise publique. Franchement, avec l'EPF, on a découvert que assez récemment comment ça se passait avec l'EPF. Je trouve ça génial comme outil. Ils nous avancent l'argent, ils ont des systèmes bonifiés pour les logements aidés, et ils ont une bonne expertise, ils nous aident beaucoup dans les projets.